praticien. C'est important, je donne la parole. là-dessus, c'est important de le dire, parce que ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont demandés chaque année. Ces efforts, on va en parler. Mais ces efforts sont nécessaires pour justement sauver notre système de sécurité sociale. Mais on le reconnaît. On l'a sauvé notre système, on réduit le déficit, mais vous sur le terrain, vous le médecin, concrètement, vous avez le sentiment que c'est de plus en plus dur? Moi, sur le terrain, je suis très fier d'être dans le service public et d'être dans un pays qui a inventé la sécurité sociale. Voilà, j'ai tout dit. C'est-à-dire que d'un coup, quand on est citoyen français, on veut protéger la sécurité sociale, défendre les acquis du Conseil national de la résistance, parce que la sécurité sociale, qu'on le veuille ou non, ou les ultralibéraux qui n'en voulaient plus, c'est l'un des socles de la République. C'est ce qui a amorti la crise de 2008. C'est ça, voilà. C'est ce qui fait que d'un coup, vous avez un problème de santé, vous faites le 15, vous avez des gens qui sont là, vous avez le 15, vous avez le SAMU qui arrive. Quand il y a eu les attentats, on a ouvert 80 blocs opératoires un vendredi soir, brutalement, pour soigner tout le monde, sans rappeler le personnel qui était présent. Et ça a fonctionné. Ça, c'est la République, c'est ce qui fait l'honorabilité de notre pays. Bon, mais là, on a un gros problème. Donc vous, parlementaires, on a un gros problème. Voilà, d'abord, on a cassé l'esprit du service public dans les hôpitaux en inventant l'hôpital entreprise. Et on n'en est pas sorti. La T2A, parce que c'est un vieux terme barbare. Alors c'est pour ça, tarifie, tout ça. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron, où il a dit, et quand je l'avais rencontré, et qu'on avait discuté à Garches, quand il a visité l'hôpital, et dont acte sur le fait qu'une des priorités du quinquennat, d'ailleurs je ne l'entends pas dans les bouches de la ministre de la Santé, mais l'un des objectifs c'est d'améliorer la prise en charge des handicapés, on ne peut être que d'accord avec ça. Premièrement. Deuxièmement, moi il m'avait confié qu'on diminuerait et qu'on abattrait et qu'on diminuerait le financement des hôpitaux en cassant de 50% la tarification à l'activité. Écoutez, honnêtement. Et c'est pas fait concrètement. Non, mais non, je profite de les avoir en face de moi. Bah oui, j'ai voilà, pas parce que vous avez vu le président. C'est un peu le parloir. C'est le parloir. Non, mais Mireille Vandenberg, juste un mot. Quand vous avez un tiers du temps, et tu le sais bien, un tiers du temps des médecins hospitaliers qui se consacrent à la codification des actes. C'est n'importe quoi. Mesdames, messieurs, ça fait un tiers du temps que les médecins ne peuvent pas passer à vous voir en consultation. D'accord? C'est pas rien. Quand vous voyez cet amoncellement, ce millefeuille administratif qui a été inventé avec les pôles, d'accord, où d'un coup vous avez des cadres de tous les côtés, j'ai rien contre les cadres, il y en a qui sont fort sympathiques. Oui, une bureaucratie qui c'est une bureaucratie épouvantable. On le lit, on le voit. Ça a été le tort du précédent quinquennat qui n'a pas voulu casser ces fameuses lois d'hôpital, patient, santé, territoire, etc., qui a cassé le tout. Alors bon, bien sûr, il y a eu la réforme territoriale sur laquelle on peut être d'accord, parce que d'un coup, pour moi, la modernité, elle n'est pas la concurrence entre les individus ou les établissements, c'est la coopération. Et c'est ça, la France, ça doit être la coopération. Pas ce qu'on a entendu, d'ailleurs ils reviennent dessus dans les pays nord-américains, quand d'un coup ils ont mis en concurrence les uns et les autres. Ça a été une erreur, ils reviennent dessus. Donc nous, ça doit être la coopération. Mais lorsque je termine... vous avez parlé, mesdames, je vous jure. Non, mais l'objectif de dépenses, quand d'un coup l'ONDAM est fixé, et on sait, c'est la Fédération hospitalière de France, on peut pas, c'est un peu le MEDEF des hôpitaux, d'accord, qui dit que de toute façon, on ne peut pas fonctionner si on n'est pas à 3-4. Et qu'on nous dit encore cette année, on est à 2-1 ou 2-2. Ouais. On est coulé. On est coulé. Et du coup, alors en effet, il y a des marges de manœuvre, mais quand j'entends dire, là je l'ai lu dans le PLFSS, on va diminuer le coût des transports et les transports. Mais quand on a fermé des tas d'hôpitaux, que les structures ont été regroupées, il faut bien transporter les malades. Donc je comprends tout à fait que ce qui coûte le plus cher dans le cancer du sein maintenant, c'est le transport. Oui, bien sûr. Mais quelque part, de nous dire maintenant... Il y a des abus, Patrick Pelloux, je ne sais pas... Il y a des abus, évidemment. Sur le transport. Mais évidemment, il y a des abus. Mais pas autant qu'on croit. Pas autant qu'on croit. D'accord. Mireille Vandenberg, et vous avez parlé, Caroline Fiat. En fait, sur cette question-là, on est rentré au cœur du sujet. C'est-à-dire que si vous les lancez sur la T2A, je crois que M. Véran a fait un rapport dessus l'année dernière. Il connaît parfaitement le sujet. Non, mais on est mort, mais pour ceux qui sont... Tout est là. Tout est là. Pour ceux qui sont des usagers... Il a fait un excellent rapport sur le travail intérimaire dans les hôpitaux qui coulent le fonctionnement des salaires. Mais pour ceux qui nous regardent et qui sont à l'hôpital, allez-y, parlez-nous de sécu. Et l'hôpital, vous êtes d'accord que cette T2A, il faut la remettre par terre? Monsieur Véran vous dira ça mieux que moi. Moi, je ne suis pas praticien hospitalier. J'ai le sentiment que c'est quand même un mode de tarification des hôpitaux, de vue de l'extérieur, encore une fois, qui n'est pas la meilleure des choses. Ça, je pense que... bureaucratie, et ça fonctionne comme une entreprise. Un hôpital, c'est pas une entreprise. C'est pas une entreprise. Non, alors ce qui s'est passé, c'est ce que disait M. Véran. En 2010, on avait 28 milliards de déficit de tout le régime général. Et depuis, on rame
et on essaye de serrer les vis. Et donc chaque année, on demande aux différentes branches d'assurance maladie, les 5 branches dont je vous ai parlé là, des économies. Et le problème, c'est que la branche maladie, c'est la plus coûteuse. Oui. Là, on a un déficit dépassé par la vieillesse bientôt. Oui, la vieillesse ça ne prend pas le tour. La vieillesse pèse lourd, Ça ne prend pas du tout le tour. La retraite, non. Mais en fait, donc là, pour le coup, si vous voulez, vous avez un déficit de l'assurance maladie qui est de 4,1 milliards en 2017. Oui. C'est 80% du déficit total. Donc ce que disait M. Véran, c'est qu'en fait, chaque année, évidemment, on est de plus en plus vieux, il y a de plus en plus de maladies chroniques. Pourquoi il y a des maladies chroniques? Il y a des coûts supplémentaires parce qu'avant, quand on était insuffisant cardiaque, enfin je parle sous votre contrôle parce que là vraiment j'en sais rien, mais je pense que quand on était insuffisant cardiaque, on mourait assez rapidement. Aujourd'hui, on a des médicaments, mais vous prenez un très bon exemple parce qu'on va avoir une épidémie dans les 15 à 20 ans d'insuffisance cardiaque. On ne saura pas où les mettre. Parce que vu qu'on ferme les lits hospitaliers, je ne sais pas où on les mettra. De la tarification à l'acte, si je peux expliquer ça à vos téléspectateurs. Ceux qui passent à l'hôpital le voient, on ne reste pas longtemps dans un lit, il faut vite partir, on est opéré, on s'en va. Si je suis insuffisant cardiaque, j'ai besoin de soins de manière récurrente, donc je vais chez mon médecin de manière récurrente, je ne vais quand même pas le payer toujours de la même manière. Il faut surtout que vous puissiez vivre chez vous. C'est là où vous avez une intrication médico-psychosociale. Et elle est là, la modernité. Je vous ai vu réagir positivement, en tout cas, ce que disait Patrick Pelloux, sur l'idée d'espèce d'entreprise hôpital, avec des tarifications, en fait, avec une bureaucratie de cadres qui ne sont pas des praticiens et qui, en fait, rationalisent les coûts. Ça, vous le ressentez sur le terrain quand vous la députée, et puis celle qui a été évidemment aide-soignante, vous l'avez vécu de l'intérieur. Moi, j'ai envie de dire, les économies des budgets de PLFSS, on arrive à les compter, mais aussi en nombre de suicides de collègues. En un an, il y a eu 15 suicides. Il y a un moment donné, on ne donne pas les moyens au personnel soignant de travailler. Il y a eu des internes, il y a eu des infirmières, il y a eu des soignants, et on ne compte pas les tentatives de suicide. Il y a de burn-out, de gens qui pètent les plombs. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de moyens pour travailler. C'est quand même dur de rentrer de chez soi et de se poser, de se mettre sur la banquette en se disant super, aujourd'hui j'ai maltraité tout un service. C'est juste horrible et ça j'aimerais bien qu'on en prenne compte et ça se chiffre pas dans le PLFSS. Ça c'est pas les orphelins qui restent. Non mais moi quand j'ai fait l'école d'aide-soignante, il y a une chose qui m'a choquée. Je verrai toujours ce flyer sur le vidéoprojecteur où on m'a marqué le CHU de Nancy, c'est tant de clients par jour. Et là j'ai regardé la prof qui était devant moi, j'ai dit vous avez fait une erreur, c'est pas client, c'est patient. Ouais. Non. Au CHU de Nancy, il y en a d'autres, mais moi je prends l'exemple parce que le flyer, je l'ai vu. Concret, donc. Le patient est devenu client. On aime bien, moi j'aime bien prendre toujours l'exemple que le problème est arrivé quand les gardiens de la paix sont devenus les forces de l'ordre, le jour où les patients sont devenus des clients. C'est vrai que un sens. Mais non, mais c'est ça. Et c'est important le fait de se dire que la personne, la famille en détresse devant vous qui vous dit mais ne laissez pas sortir ma maman ou mon papa, je ne peux pas, là je travaille, je vais perdre mon emploi si je prends un jour ou deux, et que vous lui répondez il nous fait perdre de l'argent, vous vous sentez fier en rentrant à la maison? Non. Et donc c'est le personnel soignant qui subit tout ça sur ses épaules, et c'est juste quelque chose d'horrible. Au contact des familles, parce que vous les avez, ces familles. Ça se calcule pas dans le PLFSS. Mais bien sûr, juste Véran, quand même, excusez-moi, vous êtes un praticien, vous représentez le gouvernement, enfin vous êtes représentant de la majorité, enfin CHU, c'était dans une autre époque, peut-être, je sais pas, c'était quand d'ailleurs, quand vous étiez 2009. Ça vous choque? Patient, on devient des clients. La question, c'est une fois qu'on a fait le diagnostic. Moi, je travaille aussi à l'hôpital public. Déjà, quand j'entends en neurologie, je n'ai pas précisé. Une structure trop rigide, peu capable de bouger. En fait, non, l'hôpital, on lui demande énormément de choses. Il est capable de se transformer, de se moderniser. Il accumule les réformes. Moi, je pense qu'il faut déjà arrêter les grosses réformes structurelles sur l'hôpital. Il faut foutre la paix un peu aux gens qui y travaillent. Ah bah oui, il faut lui donner les moyens. Donc, la question, c'est une fois qu'on s'est dit ça, vous avez deux options. Ou vous me trouvez 4 ou 5 milliards de plus par an, et donc il faut les prélever sur un autre pôle de dépenses. C'est des cotisations, excusez-moi, ou alors, qu'on s'entende bien, ou alors on transforme la façon qu'on a de financer les soins, à la fois en ville et à l'hôpital. Une fois qu'on partage le diagnostic, c'est ça. Ce qu'Agnès Buzyn propose dans le budget de la sécurité sociale, je le dis, c'est quelque chose qu'on va expliquer aux Françaises et aux Français, mais qui est, j'ai pas peur du mot, quasi révolutionnaire. Ce que nous proposons, c'est d'avoir des financements différents des soins, qu'on sorte effectivement du tout T2A à l'hôpital, pourquoi pas sortir aussi du tout paiement à l'acte en médecine de ville, et qu'on fasse ce qui existe en Europe du Nord, aux États-Unis dans certains États, qu'on aille financer des parcours de soins, qu'on aille financer des épisodes de soins, on s'intéresse davantage au parcours coordonné du patient, et pour tout ça, il faut qu'on soit capable de casser notre système qui fonctionne en silo, qui est cloisonné, bien sûr, évidemment, ça c'est le grand débat. Parce que le PLFSS, et